Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foot. En ces temps olympiques, je serai votre hôte Sidney Faux en compagnie de Jean Gounel. En attendant le retour d'Olivier Brett, une belle programmation cette semaine avec le CF Montréal et les équipes canadiennes. Mais avant de se plonger dans tout ça, comment vas-tu Jean? Ça va bien, je te remercie, toi? Ça va très très bien, merci beaucoup. Super, alors on va commencer avec notre segment à domicile. Le CF Montréal a connu une deuxième défaite consécutive ce dimanche face au leader de la conférence de l'Est, le New England Revolution, sur la marque de 2 buts à 1 avec un but de Georgi Mihailovic. Une performance que Wilfried Nancy a qualifiée de très bonne. Jean, selon toi, que faut-il retenir du match contre New England? Bien, c'est bien d'une façon globale. C'est une équipe qu'on a vue qui continue dans son projet de jouer, qui se crée des occasions, qui va vers l'avant, qui se crée des occasions. Je pense que l'apport de Torres, on voit clairement qu'offensivement, il apporte quelque chose de marqué, d'efficace. Et bon, bah, il manque le dernier geste, il manque la bonne décision. Bon, bah, clairement, on ne va pas revenir sur celle de Mihailovic. Encore que le cas de Mihailovic, j'en ai entendu beaucoup parler où il tire et où il aurait pu mettre en retrait à la Palainen. La Palainen arrive un temps plus tard. Donc, je ne pense pas qu'il faut non plus tomber sur Mihailovic et dire il est trop gourmand, etc. Parce qu'au moment où il est dans son action, le tir semble peut-être la solution, peut-être la première vers laquelle il va pencher. Mais d'une façon générale, ouais, c'est une équipe qui a cherché à jouer, qui a essayé d'aller de l'avant, à développer du jeu, sans passer par les mêmes systèmes qu'on voit d'habitude. C'est certain que on commence déjà à voir que le jeu va vers Torres, hein, tranquillement. Mais d'une façon générale, je trouve il y avait des bonnes choses. Il y a des points noirs, ça aussi, sur lesquels il faut regarder ce qui va se passer. Mhm. C'est pas assez solide au milieu, hein. Trop facilement, la Nouvelle-Angleterre est passée à travers les lignes et a trouvé rapidement les gars devant. Bon, Gustavo Bou, bien sûr, mais Boussa, Carles Gill Guilton, a eu du effectivement, ballon. ouais. Euh, donc là-dessus, il y a encore vraiment quelque chose à aller chercher. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le nombre d'occasions assez net et effectivement les deux premières une trotte dans la tête, sachant qu'il y a aussi celle au retour de la mi-temps où Mihailovic arrive à éliminer le gardien mais manque sa passe dans Mhm. l'axe. C'est vrai que je pense que cet effort collectif là, s'il était présent contre New York CFC, sûrement que le résultat aurait été différent la semaine passée. Je souligne peut-être des changements un peu tardifs, même s'ils ont été intéressants, notamment Sunusi Ibrahim et Ahmed Hamdi. Mais j'étais un peu surpris de pas les voir plus tôt dans la mêlée parce ils sont rentrés environ autour de la 80e, ce qui m'a semblé un peu passif de la part de Wilfried Nancy, qui sûrement a dû être affecté par le but inscrit par Mihailovic. Donc j'imagine qu'il a voulu laisser un peu les joueurs poursuivre leur effort. Et c'est vrai que même si le but de Bou est assez extraordinaire dans la qualité de sa frappe, on peut noter Ouais. quand même plusieurs buts encaissés sur transition rapide. Je mets même les buts qui ont été signalés hors jeu et on voit quand même que lorsqu'une équipe arrive à mettre beaucoup de pressing dans une défense qu'on sait qui part de très bas, Mhm. on a un peu de difficulté à se replacer parce que parfois je trouve qu'il y a un certain écart, sans dire que l'équipe est coupée en deux, mais je trouve que la distance entre les lignes est très grande et donc lorsqu'il y a une interception, un stop ou parfois une faute non sifflée, mais ça crée tout de suite Mhm. de nombreux espaces défensivement. Et j'ai pour une fois trouvé quand même Rudy Camacho un peu plus en difficulté. Enfin, je dis pour une fois, mais je pourrais dire depuis qu'il est plus flanqué de Miller et de Struna, je trouve vraiment plus approximatif dans ses interventions et dans son placement. Euh, oui, Jean. Ouais, non, il y a deux trucs que tu dis là, effectivement, qui qui me semblent assez marquants. C'est que, oui, il y a des cas, et je crois qu'il faut
tu peux le dire, clairement, il y a des cas où tu as l'impression que l'équipe est coupée en deux et que, en particulier sur le premier but, celui donc de Beau, bon, il y a cette frappe de loin, d'accord, mais tout ce qui amène le but, ou en tout cas sa position de frappe, tu vois clairement qu'il y a une ligne et que la Nouvelle-Angleterre a installé une ligne d'attaque à ce moment-là, juste devant celle de Montréal, et qu'il y a plusieurs options. Et que là, ils peuvent déplacer le jeu. Ça veut dire qu'il y a un nombre important de joueurs de Montréal qui sont battus sur cette action-là. Clairement, là, ça c'est un petit problème. Ouais, et sur Camacho, il est certain que tu as l'impression qu'il réfléchit à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de, qui sont sur le placement de un tel, sur je prends mon gars, mais je dois faire attention à ceci, cela, et qu'il n'est pas forcément, qu'il se disperse beaucoup actuellement dans la situation où il n'est pas flanqué des deux habituels, et on commence à parler d'habituels maintenant, c'est qu'il y a clairement un système qui est installé. Tout à fait. Malgré cette défaite, le CF Montréal est 7e dans l'Est avec 22 points après 15 matchs, bon, soit 3 de moins que Orlando, qui est en ce moment 3e dans l'Est. Va retourner à la maison pour 3 rencontres durant le mois d'août, notamment. Et je me posais la question si on doit commencer à être un peu plus ambitieux côté montréalais à la lumière des résultats depuis ces 15 premiers matchs. Ambitieux comment? Est-ce que c'est ambitieux dans le jeu? Est-ce que c'est Ah, ambitieux dans les je résultats? Alors, effectivement, c'est une bonne nuance. Je dirais dans les résultats, lorsqu'on regarde un petit peu les différents clubs dans l'Est, où il y a un écart qui semble être créé, et Montréal est dans un bon wagon, pour prendre un peu des termes Tour de France, où effectivement on voit l'échappée de New England, mais derrière, dans le peloton des poursuivants, on voit quand même que Montréal est bien calé devant des clubs comme Miami, Toronto, DC, qui ont déjà lâché tellement de points pour qui la 7e place qualificative semble vraiment loin. Donc, avec ce constat-là, je me demande si Montréal peut viser plus loin et regarder en haut et non plus regarder en bas. Ouais, moi je suis entièrement d'accord. À ce niveau-là, très certainement. Parce que mettre la barre pour une place en CI, ça devient, ouais, ça devient, ça devrait être, l'objectif devrait être ailleurs maintenant. Parce qu'effectivement, il y a déjà, sur le lot, il y a déjà 5 clubs qui commencent à être largués, que ce soit Atlanta, Cincinnati, Chicago, Toronto, Miami. Euh, et que, effectivement, à part Nouvelle-Angleterre, et on va voir combien de temps ça va durer, Nouvelle-Angleterre, parce Mhm. ils sont là, ils sont chauds depuis le début de la saison. Est-ce que ça va durer vraiment jusqu'en octobre? Je ne suis pas totalement persuadé non plus. Mais disons qu'il continue. Il y a derrière, il y a vraiment de la place à prendre, parce que on n'a pas été non plus extraordinairement convaincu, que ce soit par Orlando, que ce soit par Nashville ou par Columbus. Il y a je dirais, deux clubs qui sont les deux clubs de New York, qui sont des variables qui sont un petit peu bizarres, qui, à mon avis, ont le potentiel de faire mieux, mais qui pour l'instant ne font pas. Donc, on va voir. Mais sinon, oui, clairement, au niveau des résultats et de la position euh, à aller chercher, il y a, honnêtement, on peut te dire, deuxième, troisième, très certainement, c'est possible. Et bon, tu vois que c'est parfaitement serré. Avec 2 défaites, là, tu es encore dans une position qui est pas négligeable, qui est vraiment pas mauvaise. Et tu sais qu'en allant chercher quelques points là, avec un calendrier qui est pas mal quand même en plus, Mhm. clairement, il y a une belle marge, il y a des points à aller chercher, il y a très certainement la possibilité de grimper au classement. Dans le jeu maintenant, si on avance un petit peu plus, on a vu que là aussi, il y a des choses qui pouvaient être, qui sont intéressantes et qui peuvent même s'améliorer. Et je pense qu'il y a 2-3 joueurs là qui, à mon avis, sont amenés à avoir un rôle plus important, encore une fois, dans le jeu. On a parlé beaucoup en début de saison de Mihailovic. Je pense que maintenant, Torres et Andy sont 2 joueurs sur lesquels il y a des choses qui peuvent se construire autour d'eux.
Tout à fait. On peut signaler donc, effectivement un groupe, homogène, où on a régulièrement, les joueurs, remplaçants qui ont une plus-value lorsqu'ils, rentrent sur le terrain et à prendre en considération les retours de Piet, de Miller et de Kyoto, avec Absolument. cet avantage à domicile qui va devenir un facteur pour, Montréal. Donc tout ça, fait en sorte qu'on peut considérer, je pense, CF Montréal dans cette espèce de wagon, même si je distingue peut-être au-delà de New England, je trouve que Nashville, avec les acquis de l'année passée, Columbus aussi, je pense que vont continuer d'accélérer. Pareil pour Philadelphie, qui était aussi vainqueur du Supporter Shield. On a Ouais, des équipes qui ont un peu plus de, je dirais même, en fait, Orlando. C'est comme, pour moi, ce wagon de ces 5 équipes-là, qui est Orlando, qui surfe sur la bonne vague de l'an passé où le tournoi MLS is back était à Orlando, et je pense que ça a beaucoup aidé la franchise durant toute l'année 2020. Donc on a ces cinq c'est vrai. équipes-là qui effectivement sont pour différentes raisons quasiment certaines d'être en série. Et je trouve de plus en plus que Montréal se rapproche de ce wagon-là. Enfin, de toute façon, est dans ce wagon-là factuellement, mais est sûrement plus avancé dans les temps de passage, que même si Wilfried Nancy reste très la tête sur les épaules. Euh, on va basculer en temps additionnel pour parler un peu de ce qui se passe sur le continent européen, parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui fait des vagues sur le mercato, le marché des transferts. Il y a aussi du Manchester United qui semble pour la première Mm. fois se donner, enfin la première fois en plusieurs années, se donner les moyens de ses ambitions. Et est-ce qu'on peut dire que les Red Devils sont passés à la vitesse supérieure, Jean? Ouais, je crois clairement qu'il y a, il y a eu une sorte de, pas de flou, mais disons, ok, on va reprendre un petit peu les choses depuis le début de Ferguson et remettre un peu dans la perspective. D'ailleurs, regarde, on va arriver tranquillement, hein, ça fait 8 ans qu'il est parti maintenant. Ça C'est vrai. commence à. Non, mais C'est vrai. c'est plus une transition, là, clairement. Et il y a eu, que ce soit avec Moyes, que ce soit avec Mourinho ou avec Van Gaal, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Et ce que le club voulait au moment du départ, ou à post-départ Ferguson, qui était d'assurer la stabilité, c'est pas arrivé. Donc, quand ils ont nommé Solskjaer au départ, c'était sur une base. On n'a jamais trop bien su si c'était volontairement en intérim ou pas, mais petit à petit, il s'est installé. En fait, c'est un peu lui qui s'est installé dans la place, si tu veux. Personne n'a dit, bon, bah, tu vas-y, et puis tu as les mains libres. Il s'est installé, et puis, par tranche de 6 mois à peu près, ou de demi-saison, il a confirmé. Il y a eu des moments un peu moins bien, des moments où ça allait vraiment bien, jusqu'au point où là, bon, bah, il est choisi et il est installé. Il vient de signer donc un contrat de 3 ans qui entérine un petit peu tout ce qu'il a fait depuis qu'il a été nommé. Et bah, tu vois que là, maintenant, il est en train d'installer une équipe à sa main, hein, sur les 2 années. Qu'est-ce qu'il a fait venir? Il a fait venir Maguire, Wan-Bissaka, Fernandez, Bruno Fernandez, je regarde Mhm. dans les titulaires. Hein. Tu as Cavani, bon, Van de Beek, on ne sait pas encore trop exactement. Ça, c'est un petit peu le flou avec lui. Là, ils viennent de signer Sancho, Varane. Clairement, il a une équipe à sa main maintenant. Donc, ouais, passer à la vitesse supérieure, oui, ils doivent être prétendants maintenant parce qu'il y a cette stabilité, en tout cas, qui était recherchée et qui, depuis donc 8 ans, semble être le moment où. Je pense pas le club a été plus stable en 8 ans, 10 ans. Et que ce soit à la tête ou dans l'effectif. Bon, je sais que Woodward va partir à la fin de l'année suite ce qui s'est passé avec la Super League, là, et que Mhm. est fini. Mais en tout cas, au niveau du sportif beaucoup plus purement, je pense que le club est sur une bonne voie. Confiance à Solskjaer, on va voir si ça va marcher ou pas, mais en tout cas, la décision, elle est prise et on va dans ce sens-là. Il y a cette stabilité, il y a des bons joueurs qui arrivent, qui sont arrivés, et clairement, il y a de quoi alimenter, entretenir l'ambition, et que le club doit maintenant, ou l'équipe doit maintenant se battre pour un trophée.
Ça va être dur parce que il y a clairement des candidats et des équipes, à mon avis, qui semblent un peu mieux armés. Mais tu sais que, bon, bah, déjà, en Ligue des Champions, il n'est pas question d'avoir la même mésaventure que l'année dernière, qui est de se faire sortir en phase de groupe, et d'aller chercher un titre. Ligue des Champions, on va voir, hein, mais très certainement une des deux coupes nationales, Coupe de la Ligue vraiment minimum, être capable de faire d'être jusqu'au bout dans le coup en championnat. Et je pense que c'est même sur le championnat que Solskjaer va devoir va faire porter plutôt l'essentiel de ses forces. Oui, c'est vrai que bon, une belle deuxième place, mais quand même qui était assez lointaine de City, où on sentait que dans les circonstances des blessures multiples de Liverpool, qu'il y avait peut-être un petit peu un espèce de syndrome de l'imposteur pour Mm. Manchester United, qui pourtant en 2020 sur l'année civile, lorsqu'on reprend a en nombre de points le meilleur résultat si je m'abuse, car ils avaient fait Oui. un fameux restart qui était tout simplement exceptionnel. Et ensuite, Mm. ils avaient aussi fait un très beau mois de décembre qui a permis d'ailleurs à Solskjaer de sauver sa tête parce qu'effectivement, C'est vrai. l'élimination, enfin en tout cas l'élimination, la troisième place dans la Ligue des Champions avait été quand même assez mal perçue face, oui, au Paris Saint-Germain et à Leipzig, si je m'abuse. Manchester Mhm. devait faire mieux. Ce que je trouve intéressant, oui, dans le recrutement, c'est sa capacité d'attirer des très bons joueurs. C'est sûr que bon, Sancho, on pourrait dire que c'est une année plus tard, hein, parce que Ouais. c'était tellement dans l'air que enfin c'est fait. Mais je pense que voilà, de pouvoir se positionner sur Raphaël Varane montre que voilà, Manchester reste quand même voilà, une place forte européenne, et je crois que ça a été aussi une bonne chose de la part du board, comme on dit, d'installer Ole Gunnar Solskjaer pour 3 ans pour un peu éviter c'est parfois ces tentatives de fragilisation, notamment lorsqu'il y a eu des négociations avec Paul Pogba, où parfois on avait l'impression qu'il Mhm. avait la capacité d'obtenir la tête des entraîneurs à Manchester. Donc c'est intéressant ce que fait United. On est loin hein, de l'envahissement de terrain qui a eu lieu lors du dernier Manchester-Liverpool suite à la Super League. Et c'est vrai que les ambitions sont renouvelées. Donc on va suivre ça avec attention. On va aller dans nos sujets chauds. On a eu de nombreuses questions sur le hashtag LDSF. On vous remercie et on va se permettre en fait de vraiment aller sur toute l'actualité, notamment des équipes nationales. Et la première question Bien. de Mathieu Lemay qui nous demande si croyons-nous aux chances de l'équipe nationale féminine de, je cite, changer la couleur de la médaille au vu de ce qu'elles ont montré dans les phases de groupe aux Jeux Olympiques à Tokyo. Lorsque vous allez écouter ce balado, le résultat sera déjà acté, mais ça ne nous empêchera pas quand même de nous prononcer sur ce match entre le Canada et le Brésil. Écoute, dans un premier temps, d'abord, ce qu'ils ont fait au premier tour est bien. Euh, Quand tu le remets dans une perspective, jouer nul contre les Japonaises, nul contre la Grande-Bretagne, qui est foncièrement l'Angleterre, c'est pas mal, même si la Grande-Bretagne, c'est vrai, même si la Grande-Bretagne avait reposé quelques joueuses, mais les Canadiennes aussi, avec un alignement un petit peu différent, donc c'était assez intéressant. Donc, ce sont deux bons résultats. Victoire sur le Chili. Bien parce que c'était sérieux et c'est souvent le genre de match sur lequel les Canadiens n'arrivaient pas à faire la différence dans le passé. Donc ça, c'est important quand même d'arriver et te dire, regarde, tu as ce match-là qu'il faut absolument gagner contre une équipe qui théoriquement est un petit peu moins forte. Il faut que tu assures. Elles l'ont fait sans se poser de questions. Et d'ailleurs, c'est un match qui a eu lieu, je crois, dans les heures qui ont suivi notre dernier Loin sans Mhm. foot. On avait parlé un petit peu de la situation de Jaime Becky dans la sélection. Bon, ben, elle arrive à ce match-là avec 2 buts, dans une position un petit peu différente d'ailleurs dans le jeu. Donc, c'était assez intéressant
justement de voir, les 2 n'ont rien à voir. C'est pas parce qu'on a parlé d'elle dans le balado qu'elle elle a claqué ses 2 buts, hein. Mais c'est voir que ce potentiel est là et qu'il se traduit aussi sur le terrain par, c'est pas mal plus sérieux. Je trouve qu'il y a une évolution à ce niveau-là. Maintenant, match contre le Brésil, je pense que les Brésiliennes sont, l'adversaire le plus prenable pour les Canadiennes aujourd'hui. Elles ont fait un beau, les Brésiliens ont fait un très très bon premier tour, mais c'est une équipe que les Canadiennes connaissent assez bien, qu'elles ont joué régulièrement ces dernières années, qui n'a pas tout de même la même rigueur que la Suède, que les Pays-Bas, et certainement pas que les Américaines. Je pense que les Américaines, même si on a dit depuis une semaine que c'est pas ça, euh, elles représentent encore quelque chose qui aurait inhibé un peu les Canadiennes avant le match. Tu vois, je pense qu'elles Mhm. elles- elles seraient parties sur attention, on ne sait pas, elles ont l'habitude de nous planter. Donc, elles seraient parties peut-être sur un pied arrière. Donc, je pense que face aux Brésiliennes, il n'y aura pas cette attitude-là et que c'est extrêmement ouvert et qu'il y a d'assez bonnes chances. Pour la suite, après, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu vois? Écoute, le Brésil là qui a un peu le numéro du Canada ces derniers temps avec, je pense qu'ils sont sur, 2 victoires consécutives, notamment la dernière à She Cup. Je Ouais. trouve que c'est un match qui va être quand même compliqué, sachant que, bon les Pays-Bas qui étaient, très dominants durant la phase de groupe ont fait un 3-3, face au Brésil. Je trouve que c'est une équipe qui sait aussi qu'ils sont, pour, que ce soit Formiga ou Marta sur leurs derniers jeux olympiques. Bon en tout cas ça fait peut-être, 2 olympiades qu'on dit ça, mais Bien. Oui. oui, mais c'est vrai que, il y a peut-être, voilà, il y a ce côté un peu ce sentiment d'urgence, du côté, brésilien, sur lequel je me méfie, un petit peu. Et le match contre la Grande-Bretagne, tu l'as dit, il y a eu des joueuses qui ont été mises au repos, dont Christine Sinclair. Donc c'est un match un petit peu en trompe-l'œil, sur, son contenu. Donc ça fait que oui, effectivement, c'est un duel équilibré. Il y a d'autres équipes qui ont fait une meilleure impression durant la phase de groupe que le Brésil. Donc, je trouve que, en tout cas, c'est déjà un passage compliqué lorsqu'on parle de changer la couleur de la médaille, sachant que le prochain match sera le vainqueur entre l'Australie et les États-Unis. Donc, sûrement non, Australie et États-Unis étaient dans le même groupe, je me trompe. États-Unis, Pays-Bas. hop, 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 voilà. Pays-Bas, États-Unis. Donc, c'est ça, Pays-Bas, États-Unis. Ce match-là sera extrêmement compliqué aussi. Donc, pour arriver à changer la couleur de la médaille, c'est très ambitieux à partir de ce qu'on a vu dans les matchs du premier tour. Mm. Mais donc, à voir si dans la phase éliminatoire, il y a une forme de sublimation de la part du groupe. On va passer à une autre Mais équipe alors, qui. Vas-y. juste une petite note, parce que effectivement, ce qu'on a l'air de dire là, en synthèse, c'est ce sera déjà pas évident de passer en demi, et qu'ensuite, ce sera encore plus compliqué. Trois, gagner une demi, ou dans le pire des cas, d'être sur le podium, d'une façon ou d'une autre. Mais il faut dire aussi que je ne pense pas que le niveau était aussi relevé dans un tournoi olympique que cette année. Quand tu regardes que tes quarts, c'est Japon, Suède, Pays-Bas, États-Unis, c'est essentiellement des finalistes, demi-finalistes des dernières Coupes du Monde. Enfin, c'est énorme, sachant qu'en plus, Allemagne, France sont même pas là. Donc, le niveau est vraiment, vraiment solide. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis il y a des équipes qui prennent aussi de l'expérience. On a vu du côté de la Zambie, même Ouais, si ça a été clairement. compliqué au premier match, une attaquante formidable dont j'oublie le nom, mais qui sera assurément l'une des plus grandes joueuses dans les prochaines années dans le Ouais. côté du foot féminin. Passons à l'autre équipe canadienne, donc le Canada, avec une question de David Lavictoire qui nous dit en fait le Canada jouera possiblement la demi-finale à guichet fermé. En fait, c'est pas possible, enfin c'est pas possiblement, ça a été confirmé Ouais. dans un communiqué de la CONCACAF. Donc devant une foule de 72 000 personnes, qu'on peut imaginer à 90% de supporters mexicains. Est-ce le meilleur test possible pour se rendre à la finale, ou bien une mission impossible pour le Canada?
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais, c'est à Houston. Ce sera fondamentalement en faveur du Mexique. Et bon, il est certain que ce que le Canada a fait contre le Costa Rica est très bien, très très bien, franchement. Là aussi, je reviens sur la discussion qu'on avait la semaine dernière. Ça a été sérieux, solide, avec une équipe qui a montré que enfin, c'était pas un coup qu'elle a fait. Elle était là vraiment, sachant qu'elle avait les moyens de battre une équipe comme le Costa Rica, et elle l'a fait. Il y avait vraiment, et avec, je dis, des moyens quand même limités, c'est-à-dire en sachant que non seulement tu as deux de tes meilleurs joueurs par le début du tournoi, mais que en plus deux de tes meilleurs sont sur le carreau aussi. Donc, pense pas que il y a 4 mois, on pensait qu'on allait arriver avec cette équipe-là, avec une attaque qui avait aligné Oilets, quoi. Donc, Mhm. pas mal. C'est pas mal. Il y a dans le coup des joueurs qui se sont révélés. Bon, on a parlé de Buchanan, qui d'ailleurs, il y a des clubs en Europe qui commencent à se mettre dessus assez sérieusement. C'est bien. Stakio, qui a fait un match, waouh, d'accord, très bien, absolument fantastique. Donc, est-ce que c'est impossible? Non. Là, je crois qu'on est maintenant au moment où le Canada doit se dire, OK, maintenant, on essaie de franchir les étapes rapidement et on va essayer. On va essayer clairement face à une équipe qui amène sa meilleure équipe et qui est vraiment là pour gagner et vraiment aller chercher cette Gold Cup. C'est une équipe. Alors, je dis, est-ce que le Mexique a beaucoup à perdre? Oui, clairement, mais je crois qu'il faut Mhm. le voir euh, autrement, disons, en se disant, regarde, ils ont ils doivent se rendre compte maintenant qu'ils ont un gros match sur les bras et que c'est pas évident. Je pense que est-ce qu'on est dans cette période de domination, de polarisation États-Unis-Mexique en CONCACAF est finie? Non, je ne crois pas, parce qu'ils restent actuellement au-dessus de tout le monde dans la mesure où ils sont capables de produire et de fournir des joueurs régulièrement. Tu regardes là, quand même l'équipe américaine qui est présente, elle est très clairement améliorable. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas là. Mhm. Mais clairement, le Canada peut maintenant prétendre à aller quelque part. Et là encore, on se met dans les conditions, enfin, on se projette dans les qualifications Coupe du Monde. Mais je pense que pour le Canada, c'est tout à fait jouable. Ouais, ce sera dur. Ce sera certainement extrêmement dur. Mais il faut aussi que le Canada commence à rentrer dans ces matchs-là. Euh, on parlait des féminines tout à l'heure face aux États-Unis. Le Canada sort de cette inhibition face au Mexique en particulier, en disant c'est un miracle ou c'est un exploit à chaque fois qu'on réussit quelque chose contre eux. Il faut passer au-delà de ça et se dire bon, bah, maintenant, match après match, on doit être capable de les battre. Pas chaque fois, mais faire un résultat, ça ne doit plus être un exploit fantastique, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, ils n'ont pas battu le Mexique depuis 2000. Donc, Non. ce serait le temps de corriger cette fiche. Encore une fois, un match qui sera déjà passé au moment où vous écouterez ce balado. Une performance dominante contre le Costa Rica, tu l'as rappelé, dans la continuité de ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps contre les États-Unis, et même, je pourrais te dire, même même à la fin de la première mi-temps contre les États-Unis. Donc, on a une équipe qui a continué à Mhm. monter en puissance, qui m'a agréablement surpris. J'étais beaucoup plus sceptique sur les chances de qualification face au Costa Rica, mais je crois qu'ils ont peut-être livré l'un des matchs les plus aboutis de l'ère Erdmann, et qu'on Ouais. peut aller ranger avec le dernier match contre Haïti pour accéder à l'Hexagone, mais aussi ce fameux match contre les États-Unis il y a maintenant 2 ans. En Nations On League, a oui. Oui. Exactement, oui, oui. Ce sera très intéressant. Je pense que à la fois j'ai un petit regret de ne pas voir l'équipe canadienne au complet, avec les absents que tu as soulignés, notamment Jonathan David ou Alphonso Davies, mais je suis très content de voir qu'il y a d'autres joueurs qui ont pu se révéler, et me fait constater qu'il y a une vraie profondeur. C'est pas une profondeur sur Mhm. papier Mhm. ou projetée, mais il y a une vraie
vraie profondeur dans cet effectif-là. Et ça va être intéressant de voir comment tout ça va s'articuler durant la période de qualification de la Coupe du Monde. On se projette un petit peu, mais c'est vrai que le Mexique est quand même, même si c'est un Mexique plus jeune, c'est quand même l'équipe A et sans absent majeur. Donc ce sera un beau défi, un défi qui sera sans Cavallini qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, et ça mène Matt de oui à nous poser la question. Durant les tournois, le règlement d'accumulation de cartons jaunes 2, qui égale une suspension d'un match, devrait-elle passer à 3, car les équipes doivent faire des changements à cause de cela, et je crois que ça diminue la qualité sur le terrain. Donc une question large qu'on peut appliquer à l'ensemble des tournois continentaux et même de compétitions type Ligue des Champions. Penses-tu qu'il devrait avoir des modifications quant à cette règle-là? Ouais, ah oui, complètement. Deux, c'est un peu ridicule maintenant, c'est certain. Regarde, beaucoup de tournois maintenant vont vers 3. Là, regarde, il y avait tout un débat après le premier match contre la Martinique. Le Canada avait pris quelques cartons déjà, et il y avait un débat, est-ce qu'il faut reposer des joueurs lors du deuxième match contre Haïti pour éviter qu'ils soient suspendus face aux États-Unis? C'était un débat qui usait la tête, parce que non, non, les gars, ils ont pris un carton, tu les mets pour le deuxième, s'ils sont suspendus pour le troisième, on vit avec. Mais on n'était pas là. Disons, on n'était pas là dans la progression de l'équipe actuellement pour commencer à avoir ce genre de compte-là. Maintenant, pour la question, non, je pense que 2 cartons, c'est ridicule. On est au contraire, on demande d'un côté au arbitre de sévir un petit peu plus, et tu vois qu'il y a une tendance à donner un peu plus de cartons, que le VAR aide aussi un petit peu à ça, parce qu'on peut revenir sur des actions et être un petit peu plus sévère, parce que généralement, ça va plus du côté de la sévérité, ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Mais suspendre quelqu'un pour 2 cartons dans 2 matchs différents, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Je pense que oui, il faudrait arriver à 3. Maintenant, tu sais, cette idée dans les tournois de remettre à 0, non, non, tu joues 6 ou 7 matchs dans un tournoi. Si tu as pris 3 cartons dans le tournoi, c'est que clairement, ton jeu t'amène à être comme ça. Donc, 3 cartons, mais pour tout le tournoi. Si tu manques la finale, tu manques la finale, et puis voilà. Mais un gars qui régulièrement, mais on en voit dans des tournois des gars, tu sais très bien que leur boulot, c'est d'aller au bastic, c'est d'aller au contact, de prendre un certain nombre disons, s'engager, on va dire, s'engager comme ça. Et, il prend 2 cartons, il est suspendu pour le match suivant, bah ouais, c'est normal. S'il arrive à 3 et qu'il est suspendu pour la finale, et ben c'est comme ça, parce que c'est son jeu qui est comme ça. Il y a un moment, tu te dis, ok, on met le haut là. Tout à fait, c'est vrai que, il y a, c'est quand même, 7-8 matchs gros maximum, quelles que soient les configurations, donc 3 cartons, c'est beaucoup pour un joueur, et je te rejoins, tout à fait sur ça. Dr Foot nous ramène un petit peu dans le giron montréalais, même si on est en Italie. Est-ce que le départ de Sabatini de Bologne a des conséquences pour Montréal? Donc à cette question, je pense que effectivement, donc Sabatini qui a indiqué un peu de fatigue et de lassitude relativement à son travail de directeur sportif du côté de Bologne et aussi de Montréal, et à plusieurs rumeurs de départ qui l'entourent. C'est indiqué qu'il continuerait jusqu'à la fin du mercato, donc c'est le 30 août du côté de la Serie A. Et sachant ça, un remplacement par Olivier Renard, parce que si on parle de conséquences pour Montréal, on a, je pense, en tête un Olivier Renard qui partirait du côté de l'Italie, ne fait pas vraiment de sens, parce qu'il y a un timing qui ne correspond pas. Et au moment où il faudra prendre une décision du côté de Bologne, je pense pas que Olivier Renard soit une option. Ça aurait été une option s'il y a peut-être
un mois, on avait déjà anticipé un départ, mais peut-être qu'il y a un mois, Sabatini est en train de négocier Arnautovic, donc c'était pas le temps de penser à un départ. Mais c'est intéressant de voir toujours ces liens-là entre Bologne et Montréal. Tantôt, on parlait un peu de la défense de Montréal, et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, on s'ennuie d'un Louis Binks qui a été rappelé dans son club, le club pour qui il a un contrat. Mais je crois que tant qu'il y aura ces liens-là, il y aura aussi ces rumeurs qui sont peut-être plus ou moins fondées. Le nom d'Olivier Renard n'a pas circulé. Et pour avoir parlé à Olivier Renard cette semaine, c'est ça que je voulais te partager avec toi, Jean. J'ai vu plus une personne très concernée à son installation et son projet d'immigration à Montréal que quelqu'un qui était dans les petits papiers pour aller en Italie. Il était parti en Belgique pour des raisons personnelles, mais en ce moment, il travaille très fort à ce que sa famille soit très rapidement de retour à Montréal. C'était peut-être on va dire une partie de poker menteur dans notre discussion, mais je ne pense pas du tout que c'était le cas. Et je ne crois pas que dans cette fenêtre de mercato-là, on peut considérer qu'Olivier Renard ira du côté de Bologne. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas un jour ou l'autre dans la suite de Ouais, sa tout à fait. carrière. Il y a Grumpy Oldman justement qui nous reste un peu sur le même sujet. Si on s'attend à un mercato de la part de l'Impact de Montréal, tout en sachant que la fenêtre de mercato du côté en tout cas des joueurs sous contrat se termine le vendredi prochain en MLS. Donc Mhm. c'est une question intéressante. Est-ce qu'on s'attend à un mercato de la part du CF Montréal? Je ne sais pas si toi, Jean, tu crois que le club va bouger dans les prochains jours. Écoute, quand j'ai lu la question, je me suis dit non. Et puis après, je me suis dit, regarde, on a eu des départs qui ont libéré, disons, qui ont permis une certaine liberté de manœuvre. Donc, tu as eu des départs de Sejdic, tu as eu des départs de Hurtado. Mhm, Donc, je te dis, si une occasion se présente spécifique, pas n'importe comment, et pas forcément un nom d'ailleurs, mais si une occasion spécifique se présentait là, je pense que oui, je pense que il y aurait une possibilité. On a déjà parlé plusieurs fois qu'il y a deux endroits tactiquement ou techniquement sur lesquels il y a une amélioration possible, en tout cas un espace, disons, sur lequel mhm. on peut aller chercher du monde. Donc, ce ne serait pas impossible. Est-ce qu'il va y avoir des départs? Parce que ça s'accompagne quand même un petit peu ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être un ou deux départs? Pourquoi pas? Disons, bah, la perception que j'en ai actuellement, c'est je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment de si gros besoins que là. Et si quelque chose se passe, ce sera vraiment sur un spécifique. Tout à fait, je partage complètement ta perception. J'ai l'impression d'avoir un coach qui est assez satisfait de son groupe. Des départs ont été faits effectivement avec Sedic et Hurtado l'arrivée de Torkelson pour compenser, je pense, le départ de Binks. Mais j'ai jamais vraiment eu l'impression qu'on était face à un coach qui avait des énormes besoins. Évidemment, il ne sera pas contre l'ajout d'un talent supplémentaire, mais dans la gestion de son groupe, notamment par exemple lorsque tu compares avec Rémi Garde qui faisait très peu de changements et donc Mmh, signalait mmh, clairement à sa direction que il n'était pas satisfait avec l'ensemble des joueurs qu'il avait à sa disposition. C'était un petit peu peut-être le cas avec Thierry Henry, ce qui a accéléré quand même le nombre l'afflux de nouveaux joueurs dans l'effectif entre 2020 et 2021. J'ai pas l'impression que de retrouver ça avec Wilfried Nancy pour l'instant, donc non, c'est vrai. ça me surprendrait qu'il y ait des ajouts, sachant aussi que la fenêtre se termine bientôt.
Chan nous pose une question sur le cas de Björn Jönsson, ou comment relancer le longiligne attaquant. Je vais me lancer un petit peu sur cette question-là parce qu'effectivement, il est sûrement en deçà des attentes de beaucoup de personnes et aussi Vraiment. en Mm. deçà des attentes de son propre statut parce qu'il est quand même avec un certain coût et c'est toujours en MLS, on n'a pas le choix de parler un peu de cet aspect financier. Sur Björn Jönsson, moi, je vois deux pistes. L'une qui sera peut-être très peu crédible, c'est de passer en 4-3-3, où il serait servi par deux ailiers. Mais on a vu même qu'en l'absence de plusieurs joueurs cadres, Wilfried Nancy est resté toujours avec son système de 3-5-2. C'est vrai qu'il y a eu Bien. parfois un basculement à 4 dans les deuxième mi-temps de Cincinnati, deuxième mi-temps de New York CFC, mais toujours dans des cas où ils étaient en train de courir après le score et jamais en début de match. Donc le 4-3-3, bon, c'est une solution pour le relancer, mais une solution qui est pas viable. Mais un autre joueur dont je pense qu'il s'ennuie beaucoup, c'est Kyoto. Son match Mhm. de référence était avec Kyoto lorsqu'il a marqué deux buts, et je pense que au niveau des appels et de la complémentarité, il est plus compatible avec un Kyoto qu'avec un Toy notamment. Donc au niveau des pistes de relance, tout en sachant que bon, les attaquants parfois c'est cyclique, hein, il peut t'en claquer trois consécutivement sans forcément crier gare. C'est plus cela que je vois avec Björn Jönsson qui, pour toujours faire du pouce un peu sur le fait que j'assiste aux entraînements assez souvent, je trouve qu'a toujours un très bon état d'esprit. Et j'ai été surpris d'ailleurs en début de semaine de ne pas le voir bouder. Vous direz que c'est un peu trivial comme réflexion, mais j'avais plus l'impression qu'un joueur, un attaquant qui n'a pas beaucoup de minutes, qui n'a pas beaucoup de réussite devant le but, pourrait un peu s'enfermer et commencer à montrer des signes d'impatience. Et au contraire, Oui. je vois un joueur qui est toujours très rayonnant, enthousiaste et qui travaille bien aux entraînements, notamment dans les nombreux spécifiques, parce que Wilfried Nancy a ajouté de nombreux travails devant le but pour ses attaquants. Jean, j'ai une question de Oui. Mathieu qui est très intéressante. Il nous demande, en contexte de l'échange au Colorado Rapids de 1 million pour Marc-Anthony Kaye du LAFC, plus un pic de repêchage en 2022, plus des bonus éventuels. Il nous demande quel joueur du CF Montréal a le potentiel d'avoir cette valeur de transaction en MLS dans quelques années, s'il y en a un. Je suis très curieux de savoir Il y en ce que a. tu en penses. Waouh. Waouh. Actuellement, je serais bien embêté. Je serais bien embêté de te répondre. Bon, peut-être un autre niveau, parce que Kai actuellement est vraiment au niveau MLS, probablement au maximum de ce qu'il est capable de pouvoir aller, on peut aller chercher pour lui. Euh, euh, Est-ce qu'un joueur comme Miller a la possibilité de cette capacité de progresser? Hmm. Je vois pas un joueur offensif vraiment, si tu veux. Je pense que ce serait plus un joueur sur lequel tu vas être sûr qu'il peut te donner 25 matchs dans la saison. C'est plus Mhm. sur un joueur capable de tenir, d'être titulaire régulièrement. C'est plus là-dessus que je vois. Je t'avoue que j'en vois. Il n'y en a aucun qui lui saute aux yeux vraiment clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pour l'instant dans l'effectif. Peut-être qu'on pourra avoir la conversation en fin de saison sur les Ouais, statistiques tout à fait. actuelles. C'est vrai que Mihailovic et Toy ont des chiffres assez intéressants. S'ils continuent dans ce sens-là jusqu'en fin de saison, mais ce qui serait quand même déjà une énorme tâche. euh, Peut-être qu'on pourrait commencer à les mettre dans cette conversation-là. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Enfin, pour le standard qui a été posé par les Rapids pour acquérir Marc-Anthony Kaye, je pense pas qu'aujourd'hui il y a des joueurs de CF Montréal qui peuvent faire l'objet d'une telle transaction. Et on va terminer sur une question de Neos, que donc tantôt c'est vrai que je vous rappelais que 15 000 partisans sont autorisés au Stade Saputo. Montréal va faire l'ensemble de ses matchs à domicile
à domicile. Ça a été confirmé aussi par la santé publique. Il nous demande quelle est notre perspective des matchs au Stade Saputo avec le conflit avec des groupes de supporters. Heureusement, pour l'instant, les joueurs performent bien, mais est-ce que 15 000 fans peuvent-ils faire autant de bruit sans la direction des capots des groupes de supporters respectifs? Ah, toujours ce fameux problème, hein. Non, non, mais il est revenu d'actualité, tellement revenu d'actualité depuis qu'on a commencé à reparler des matchs à domicile, c'est clair. Exactement. Euh, Écoute, je pense qu'il y a au départ, il y a, quel que soit à moins que j'ai pas pris du tout la température comme il faut, mais je pense qu'il y a déjà un projet, une idée commune derrière, qui est de continuer à pousser le club pour qu'il continue de faire mieux, quel que soit son nom, quel que soit son statut, quelle que soit la forme. Euh, et je pense que la problématique serait plus grave si ça fonctionnait pas. Donc déjà, on a clairement cette situation-là qui est relativement contrôlable. Après, au niveau oui, au niveau de l'ambiance, je pense qu'il faudra sans doute peut-être un petit peu peut-être pousser, ou en tout cas qu'on s'y mette si certains décident de faire une grève, ou en tout cas de pas pousser comme les années précédentes derrière l'équipe. Mais je crois que c'est plus une question de temps, ça, et on va le voir, parce que maintenant qu'on sait que le CF Montréal va pouvoir jouer tous ses matchs du mois d'août à domicile, et jusqu'à la fin de la saison maintenant, ça va devenir quelque chose qui sera plus ponctuel ou vraiment mis comme ça pour un match spécial, mais ça va être on revient vers la régularité des matchs à domicile. Donc je pense que là, d'ici la fin de saison, et on va probablement, très probablement, avoir une fin de saison ou une deuxième partie de saison vraiment excitante, parce que, comme on disait, l'équipe est pas mal placée actuellement, et il y a vraiment de la marge pour qu'elle continue et que ça aille bien. Donc je pense qu'il va y avoir une sorte de union sacrée. C'est même un peu trop gros de dire ça, Mhm. parce que ça voudrait dire que ce serait dans un état irréparable, ou presque irréparable actuellement. Je pense qu'on en est pas mal loin de là. Je te dis encore une fois, à moins que j'ai vraiment pas du tout bien pris la température de la situation. Mais non, je pense que même avec le nombre de matchs qui arrivent à domicile, ça ne peut qu'aller mieux, et aller vers une sorte d'entente. Ouais, oui, non, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'avec le contenu sportif qui donne quand même pas mal de raisons d'aller au stade, et maintenant l'obligation de trouver des terrains d'entente, quels qu'ils soient, car les matchs vont avoir lieu à domicile, tout ça va servir d'accélérateur pour des formes de résolution entre les différents groupes de supporters qui ont envie d'embarquer dans la nouvelle direction qu'a pris le club. Sachant que le club Ouais. a aussi réalisé dans dans la dernière semaine l'importance que les supporters vont avoir, puisque la notion Ouais. de billetterie va arriver très rapidement dans les tableaux Excel du CF Montréal. Donc, pour répondre à Neosk, je crois qu'effectivement les dirigeants du club sont devant pas une impasse, mais plutôt une évidence relativement à leur relation avec les supporters. Donc voilà, ceci conclut notre balado, donc sans Olivier qui est affecté aux Jeux Olympiques. Merci à vous en fait d'avoir été à l'écoute. Merci de poser vos questions sur Twitter. Merci Jean. Merci Mhm. beaucoup. Merci bien à toi. Merci à tout le monde, Euh, effectivement, pour les questions. C'est bien, ça nous fait bouillonner là pendant les 2 jours ou 3 jours avant de préparer l'émission. Et puis on, on se motive, et puis ouais, 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 ça, c'est intense. Donc, continuez à le faire avec le hashtag LDSF et continuez à partager le contenu sur le rds.ca ainsi que sur la plateforme iHeartRadio.